Salut à tous, c'est Olix, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler du chapitre 393 de Hunter x Hunter. Comme d'habitude, vous pouvez rester pour ce début de vidéo même si vous n'avez pas commencé le chapitre 393 car il y aura un petit récapitulatif maintenant d'ailleurs. Lors des deux dernières reviews, je vous ai expliqué en détail les situations des familles Shu'u et Sha'a. Il est donc temps de vous expliquer celle du clan Ei, dont la chef est la fameuse Morena et le prince assigné est le quatrième Tyrenich. Pour revenir sur Morena, la nouvelle chef de ce clan, elle a ordonné à tous ses subordonnés de s'entretuer jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que 22. Et lorsque cela a été fait, elle a pu activer sa capacité de naine, qui est très intéressante. Laissez-moi vous expliquer. Cette capacité lui a permis d'infecter les 22 membres qui restaient, et une fois que ça a été fait, un système de points s'est créé. Pour obtenir des points, il faut tuer des personnes, et lorsque l'on atteint le niveau 21, on obtient une capacité de naine unique et donc un Hatsu. Ensuite, lorsque quelqu'un atteint le niveau 100, il devient aussi un membre 0, ce qui veut dire qu'il est capable de recréer la capacité de Morena et donc d'infecter 23 nouvelles personnes. Pour le système de points, c'est très simple. Tuer une personne simple qui n'utilise pas le naine vaut 1 point, tuer un utilisateur de naine vaut 10 points, et tuer un prince de Kakin vaut 50 points. Selon les dernières informations, Morena est elle-même niveau 45. Et c'est donc pour cela qu'à chaque fois qu'un membre du clan Ei est introduit, il y a un numéro qui s'affiche. C'est donc leur nombre de points, et s'ils sont au-dessus du niveau 20, ils ont donc une capacité de naine. C'est le cas de Luini par exemple, qui est l'assassin que le clan Sha'a ainsi que Feitan, Nobunaga et Finks recherchent. Et qui les a justement provoqués dans le dernier chapitre qui est le 392. Donc voilà pour ce que j'avais à dire à propos du clan Ei. Je vais maintenant vous parler rapidement de l'organisation au premier étage car ça nous servira pour la suite. Alors, le premier étage est le bateau qui se trouve tout en haut du Black Whale et il est principalement composé de 5 parties. Tout d'abord la résidence du roi qui vit seul et séparé des princes. Ensuite, la résidence des princes, qui ont donc un quartier où toutes les chambres sont tassées et donc pas trop éloignées les unes d'entre elles. Ensuite, à gauche du quartier résidentiel des princes, on peut trouver le quartier résidentiel des soldats. Donc voilà, pas grand chose à dire dessus. Et à droite du quartier des princes, il y a la salle de banquet qui sépare ce quartier de la zone VVIP, qui est elle faite pour loger les politiciens du V5, les dignitaires de l'industrie, ainsi que les boss des 3 mafias de Kakin, à part Morena qui a elle décidé de rester dans le 3e étage pour l'instant. Voilà, je pense que j'ai tout dit pour ce récapitulatif, on peut donc passer à la review du chapitre. Comme d'habitude, le chapitre reprend là où on s'était arrêté la dernière fois, c'est-à-dire à l'entrée de Luini dans la base du clan Sha'a, où se trouvent Feitan, Finks et Nobunaga. Et après quelques mauvaises blagues de la part de Luini, Nobunaga sort son sabre, mais Luini essaye de le calmer en lui proposant de faire équipe et de brûler le monde jusqu'au sol ensemble. Ce à quoi Nobunaga répond simplement et calmement par un coup de sabre dans la tête. Il réplique aussi qu'il n'a pas la moindre idée de ce dont il parle et que s'il voulait détruire le monde, il allait le détruire. On voit ensuite Tsudonke et les autres revenir dans la base, donc si vous vous ne rappelez pas, Tsudonke c'est celui qui cherchait à avoir du papier à autographe pour pouvoir les faire signer par les membres de la brigade fantôme. À son retour et après s'être réjoui que Nobunaga lui a ouvert la porte, il découvre le cadavre de Luini décapité et coupé en deux. Nobunaga lui explique donc que c'était le tueur en série qu'il cherchait tant et qu'il s'était décidé d'écraser la famille Ei et donc celle de Morena. Si vous vous rappelez bien, lors de la dernière vidéo, j'ai prévu 3 possibilités pour le combat entre Luini et Nobunaga et 2 d'entre elles se sont réalisées. Celle que Luini allait proposer une alliance et celle que Nobunaga allait tout simplement le tuer sans aucun effort. Donc malheureusement ce combat ne nous a pas encore permis de découvrir le Hatsu de Nobunaga, mais je me demande même, étant donné qu'il est du renforcement, si ça n'est pas tout simplement un boost de ses capacités dans le rayon de son N, qui est donc de 4 mètres selon les informations de l'arc Yorkshin. Mais bon, ensuite Feitan et Finks ont donc réagi pour remercier Tsudonke de son hospitalité et pour lui dire que le tueur étant tué, ils allaient retourner chasser Hisoka, mais qu'ils allaient quand même faire de leur mieux pour s'occuper du clan Ei pour eux. Cela prouve que lorsque l'on se comporte selon leurs envies, la brigade n'est pas forcément méchante avec tout le monde. Et leur but ne se résume pas tout simplement à détruire le monde, sinon pourquoi l'Uni aurait fini ainsi? D'ailleurs, il y a aussi autre chose dont j'aimerais vous parler à propos des récents chapitres, c'est la parallèle entre les membres de la mafia, les fans de Hunter x Hunter et la Shueisha. Dans ce passage, on peut voir clairement que Luini et Tsudonke sont 2 types de fans différents. Luini est celui qui veut uniquement l'anarchie et le chaos de la part de la brigade fantôme, et on peut voir que vu comment il a fini, ce n'est pas le type de fan qui plaît à Togashi, tandis que Tsudonke est le fan qui les aime pour ceux qu'ils sont et qui essaye de les aider au mieux qu'il puisse,
et vu comment il a été traité pour l'instant, je pense que c'est le genre de fan que Togashi apprécie. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas tout ce que j'ai relevé à propos de cette parallèle, mais on va encore en parler par la suite. En attendant, après avoir reçu ces paroles de la part des membres de la Brigade Fantôme, Tsudonkei se dit qu'il va définitivement chercher une feuille de papier à autographe pour chacun des membres et ensuite essayer de les faire signer. J'espère pour lui qu'il y arrivera, mais bref, nous pouvons passer du côté de la base du clan Ei, qui comme on peut le voir est sacrément glauque avec aucun meuble et des cadavres partout. Mais bon, ce n'est pas très surprenant au vu des membres qui composent ce clan. On y voit donc la seconde partie du corps de Luini, ainsi que plusieurs membres du clan qui sont tous proches du niveau 21, ils n'ont donc pas encore leur capacité mais ils en auront une très bientôt. Mais en sachant que la capacité de téléportation dans les murs que Luini avait été très importante, les membres se concertent pour savoir qui pourrait remplacer cette capacité, et ils se demandent si ça serait possible que quelqu'un recrée tout simplement les pouvoirs de Luini. Mais le problème est que la plupart des membres ont déjà une idée d'une naine qu'ils veulent par la suite, et qu'en plus, Luini étant un émetteur, il faudrait une autre personne du type de l'émission pour pouvoir pallier son pouvoir. Mais c'est là que Beau compte un émetteur qui est trafiquant d'êtres humains, et qui est niveau 26, il ne faut donc pas le sous-estimer, et bien ce Beau compte demande si ça ne serait pas mieux d'utiliser un pouvoir qu'ils ont déjà. Il parle bien évidemment du sien qui serait une porte piège, mais on n'en sait malheureusement pas plus sur son naine pour l'instant. Mais alors que chacun était en train de donner son avis, Deverai et Korol, qui étaient donc les membres du clan Ei qui avaient fui In-Ring après la mort de leur compagnon Padouille, revinrent de leur fuite. Dès leur retour, ils demandent aussi s'il y a des utilisateurs de l'émission, car ils ont besoin de quelqu'un qui peut créer des projectiles volants pour pouvoir se défaire des pigeons de In-Ring. C'est alors que Matovel, qui est niveau 18, accepte de le faire, étant donné qu'il est émetteur et qu'il serait d'accord pour une capacité de projectile. Cette scène montre à quel point les membres du clan Ei sont vraiment des débutants en termes de naines, car dans ce cas par exemple ils pensent que le Hatsu de In-Ring se réduit simplement aux pigeons qui se transforment en menottes. Étant donné qu'ils avaient besoin de conseils, ils vont donc voir Morena qui se trouve juste à côté dans son bureau. Morena leur explique donc qu'il faut pas forcément être émetteur pour pouvoir contrer les pigeons et qu'une capacité sous la forme d'un jeu pourrait être plus amusante. Mais bref, on peut donc passer du côté de Zakuro qui est réveillé par Lynch dans un local poubelle. Ça fait quand même plaisir de voir que Hisoka ne les a pas tués. Et Zakuro lui-même en est conscient. D'ailleurs, Lynch confirme que c'est Hisoka, je ne sais pas si c'est une présomption, ou bien si son pouvoir a réellement marché sur lui, et donc ça serait sûr que ce soit lui. Mais bon, ne nous attardons pas trop sur cela, de toute façon moi je pense que le Hisoka qu'on a vu dans le chapitre précédent est bien le Hisoka que l'on connaît. Lynch demande donc à Zakuro ce qui s'était passé après qu'elle soit tombée dans les pommes, et donc après que Zakuro ait proposé à Hisoka de se rendre dans la base du clan Shu'u, et Zakuro lui répond que Hisoka l'a invité au cinéma, mais que lorsqu'il lui a demandé ce qu'il voulait voir, il l'a tout simplement assommé. D'ailleurs, sur les cases qui montrent des paysages du cinéma, on peut identifier certains films tels que Batman, Terminator, Alien et The Thing. Il y a encore quelques affiches dont je n'ai pas réussi à trouver l'inspiration, mais si vous avez trouvé, dites-moi dans les commentaires. J'aimerais faire un point sur cette scène car beaucoup de gens ne l'ont pas bien comprise, et on pensait que ce n'est pas un comportement que Hisoka prendrait à l'habitude. Je vais donc vous expliquer pourquoi selon moi il a fait cela. Eh bien c'est très simple, Zakuro lui avait demandé de se rendre dans leur base, un endroit où il ne serait pas forcément maître des choses et où il n'aurait pas l'ascendant. Et donc en conduisant Zakuro vers le cinéma, puis en l'assommant, il incite directement à appeler son boss pour lui demander de se rendre dans le cinéma et rencontrer Hisoka. Ce qui redonnerait tout simplement l'ascendant à Hisoka car il serait en face à face avec le boss sans être dans une base où il n'a pas l'ascendant. C'est donc parfaitement normal et même très intelligent que Hisoka ait agi ainsi. Et donc comme prévu par Hisoka, Zakuro fait son rapport à In-Ring qui décide de fouiller chaque salle une par une. Ensuite, avant de partir, Zakuro dit quelque chose de très intéressant car il dit tout simplement qu'il allait chercher le leader des araignées et donc Kulolo avec l'aide de Lynch et dans le but de donner l'emplacement d'Hisoka en échange de l'élimination des membres du clan Ei. Je vais reparler de cela lors de mes attentes pour le prochain chapitre, donc restez bien jusqu'à la fin. Mais bref, on se retrouve donc dans la salle numéro 8 où on peut voir Hisoka tranquillement en train d'attendre le film. D'ailleurs, j'ai vu beaucoup de choses à propos du numéro de cette salle, qui est donc le numéro 8, et qui est vraiment beaucoup mis en avant. Selon certaines personnes, cela fait allusion au numéro de Shizuku dans la brigade, et elle serait donc la prochaine victime d'Hisoka. Cela m'a rappelé que selon les prédictions de Néon à Yorkshin, qui avait donc prévu la mort de Pakunoda, Charnalk et Korutopi, eh bien la seule personne qui était censée mourir et qui ne l'est pas encore, toujours selon ses prédictions, c'est bel et bien Shizuku. Sa prédiction lui disait qu'elle allait trouver son repos éternel dans une pièce remplie de marchandises noires, et qu'elle devait se méfier surtout de la solitude, car elle avait plus peur lorsqu'elle était seule qu'accompagnée.
Voilà, c'était juste pour vous faire part de cette théorie. Je vais encore sûrement en reparler lorsque j'exposerai ce que j'attends pour le chapitre 394. Mais bon, revenons au direct, car Inring s'en alla seul pour pouvoir s'asseoir et parler à côté d'Hisoka. Et après s'être assis à côté d'Hisoka, Inring lui dit directement qu'il allait droit au but, et il lui demanda de se rendre à l'étage numéro 1 jusqu'à ce que le conflit entre le clan Ei et le clan Shaha soit résolu. Il lui dit même qu'il avait trouvé une chambre dans la zone VVIP, qui est donc celle dont je vous ai parlé dans le récapitulatif. Et après qu'Hisoka lui ait demandé pourquoi, Inring lui explique que la famille Shaha et la brigade fantôme avaient uni leurs forces contre le clan Ei. Et que, étant donné que sa propre famille Shu'u s'est joint à la mêlée, si Hisoka attaquait l'araignée, il serait donc aussi leur ennemi. J'ai quelques trucs à dire à propos de ces deux passages car ça pourrait potentiellement confirmer deux de mes théories. La première serait une rencontre entre Kurapika et Hisoka dont j'ai parlé dans cette vidéo, et plus précisément dans la partie sur le voyage de Saint-Brandan. Hisoka pourrait donc informer Kurapika de la présence de la troupe sur le bateau, ce qui changerait énormément de choses. Et pour la deuxième théorie, c'est très simple. Étant donné que Hisoka veut absolument tuer la brigade fantôme, et que Inring vient de faire l'erreur de lui expliquer que la famille Shaha et que la famille Shu'u s'étaient alliés à la brigade fantôme dans le but de faire tomber la famille Ei, ce qui ferait donc d'Hisoka leur ennemi, eh bien la chose la plus simple à faire pour Hisoka serait donc de s'allier à la famille Ei. Cela donnerait donc un conflit Shu'u, Shaha et la brigade fantôme contre Ei et Hisoka. Pour en savoir plus sur cette théorie, je vous invite à regarder cette vidéo. Et même si une partie de la théorie qui stipulait que Hisoka était déjà allié au clan Ei est sûrement fausse, je pense que la théorie est quand même très intéressante à regarder car ça explique bien déjà pourquoi le fait que Hisoka s'allie au clan Ei nous a été teasé par Togashi, et ça explique aussi bien ce qu'il se passera si cette alliance a lieu. Mais bon, assez parlé de cela, juste après la proposition d'Inring, Hisoka lui répond de ne pas le déranger car il n'aime pas le chaos, ce qui est selon moi un énorme mensonge de sa part. Ce à quoi Inring rétorque qu'il sait très bien qu'il ne peut pas battre Hisoka ou encore la troupe, ce qui est complètement vrai, très bonne analyse de sa part, et que ce qui importe à sa famille et la famille Shaha est l'équilibre. Le problème étant que cet équilibre est en train de se faire rompre par la famille Ei. Il dit ensuite à Hisoka qu'il ne veut pas se mettre en travers de son combat contre les araignées, et qu'en réalité il aimerait être en première loge pour cette bataille d'une vie. Il est donc temps de revenir sur cette parallèle entre la mafia, les fans de Hunter x Hunter et la Shueisha, et de vous donner mon avis dessus. Selon moi, les chefs et les sous-chefs des clans mafieux Shu, Ei et Sha, et oui, ces noms n'ont bien évidemment pas été créés au hasard, donc comme je le disais, les chefs et les sous-chefs de ces clans représentent directement la Shueisha. Car comme Inring l'a dit, ce sont les personnes qui sont en première loge pour lire et valider les mangas qui font partie du Shonen Jump, et qui ont aussi une certaine influence sur ceux-ci, comme par exemple lors du dernier manga de Togashi Yu Yu Hakusho, Yoshihiro Togashi a lui-même avoué qu'il ne pouvait pas faire tout ce qu'il voulait à cause des restrictions de la Shueisha. Et donc dans cette parallèle, les chefs et les sous-chefs des clans peuvent donc assister au combat entre Hisoka et la brigade fantôme aux premières loges, tout en ayant une certaine incidence sur leur issue, comme on peut le voir actuellement. Et donc pour les fans, ils sont tout simplement représentés par les employés de ces clans, qui ont donc les infos plus en retard que la Shueisha et donc que les chefs et sous-chefs des clans, mais qui les ont quand même, et que même s'ils n'ont pas d'incidence dessus, ils se permettent de juger et de critiquer l'affrontement entre Hisoka et Kulolo, et donc dans le cas de la parallèle, tout simplement le manga Hunter x Hunter. On peut le voir tout simplement avec l'exemple dont je vous ai parlé précédemment, qui était celui de Luini et Tsudonkey. Donc j'avais entendu parler de cette parallèle entre Luini, Tsudonkey et les fans de Hunter x Hunter à plusieurs reprises, mais par contre je n'ai jamais entendu la parallèle entre la Shueisha et les chefs et sous-chefs des clans. Donc j'aimerais connaître votre avis dessus dans les commentaires, dites-moi si je suis allé un peu trop loin ou si ce que je dis est vrai selon vous. Mais assez parlé de cela, juste après que Inring ait dit qu'il aimerait voir le combat entre Hisoka et la brigade, Hisoka lui demande qui allait gagner entre la troupe et lui. Ce à quoi il répondit qu'il était dans l'équipe des araignées. Hisoka demande ensuite son favori et Inring rétorqua qu'il les aimait tous. Pour finir sur cette discussion, Hisoka lui dit qu'il aimait les gens honnêtes. Après cette courte discussion, Inring tendit le pass VIP à Hisoka, qui lui imposa la condition que bien évidemment, si la brigade fantôme venait l'attaquer, il était obligé de répondre. Ce à quoi Inring rétorqua que c'était normal. On retourne ensuite du point de vue du soldat soudoyé par Inring lors du dernier chapitre. Donc si vous ne rappelez pas, ce soldat a vendu la position de la base du clan Ei à Inring contre 50 millions. Inring est ensuite allé chercher de l'argent, 30 millions en cash pour l'instant, et le soldat pense qu'il prend beaucoup de temps quand même. Et alors qu'il était en train de l'attendre, Kenny Wang, le sous-chef du clan Shaha, arrive vers lui et lui fait directement comprendre qu'un caporal ne devrait pas monter à garde ici et que c'était donc évident qu'il avait prévu quelque chose avec Inring.
Le soldat assuma donc qu'ils avaient conclu un accord pour qu'il lui montre la planque des AI, ce à quoi Kenny Wang répondit qu'ils allaient égaler la somme donnée par In-Ring pour pouvoir avoir la même information. Le garde lui donna donc la somme, et Kenny Wang dit à l'un de ses sous-fifres de apporter donc 50 millions. Il expliqua ensuite au garde que les familles Shu et Sha voulaient exterminer la famille AI, et que le quatrième prince était d'accord avec cela. Ce qui est une bonne information car la dernière fois que l'on a vu Nietzsche, il avait tout simplement dit de chercher Morena et pas de la tuer pour l'instant. On peut donc comprendre qu'il y a eu d'autres échanges entre temps et que maintenant éliminer Morena et son clan est une priorité. Il dit ensuite que pour tous les membres du clan AI trouvés par l'armée, le clan Sha allait verser 5 millions aux soldats qui les avaient trouvés et à son commandant. Il enchaîna ensuite avec un sourire très suspect qu'il allait exterminer les membres du clan Sha jusqu'au dernier et que le caporal pouvait avoir sa parole. Après avoir vu cela, le caporal lui demanda si son sourire n'était pas maudit, car selon les rumeurs, tous ceux à qui Kenny Wang avait souri étaient morts. C'est sûrement des indices sur son haine, mais pour l'instant on n'en sait pas plus dessus. Juste après cela, le caporal de la famille Shu qui s'appelle Koneri est introduit, car c'est celui qui ramène l'argent du clan Sha attendu par le soldat. Le soldat, le caporal et le chef du clan Sha s'en allèrent donc chercher In-Ring pour pouvoir enfin découvrir l'endroit soupçonné d'être la base du clan AI. Le soldat toque donc à la porte qui est la chambre numéro 3101. Et un vieux ayant l'air anodin lui ouvrit la porte en lui disant qu'il n'avait rien à cacher. Mais bon, même si au premier abord ce vieux a l'air normal, je vous assure que ce n'est pas le cas car en réalité c'est un membre du clan AI, on peut le voir sur cette image. Donc après avoir été menacé par le soldat, il se posa sur son lit avec les mains en l'air. Et dès lors que le soldat rentra dans la chambre, il disparut. Après cela, les deux chefs du sous-clan ont bien sûr pris leurs précautions et ne sont pas entrés directement dans la salle. Le vieil homme répondit qu'il ne savait pas et qu'il était sûrement allé aux toilettes, mais que malgré ça, ils étaient quand même les bienvenus, vu qu'il avait rien à cacher encore une fois. Et donc, grâce à son expérience, In-Ring, toujours sans rentrer dans la salle, lança un couteau juste à côté de la tête du vieil homme, pour dans un premier temps voir si le couteau allait disparaître tout comme le caporal, puis dans un deuxième temps menacer le vieil homme et lui dire de venir, car le prochain couteau n'avait pas manqué sa cible. Ce à quoi le vieil homme répondit compris et que de toute façon il n'avait rien à cacher. Et oui, c'est bien la troisième fois qu'il le dit. Et c'est donc sur cette scène bizarre que le chapitre se termine. Personnellement, j'ai une petite idée de où est passé le caporal, laissez-moi vous expliquer. On nous a informé précédemment dans le chapitre que Beauconte, qui est un membre du clan AI, avait un naine en rapport avec les portes et qui se basait sous la forme d'un piège. Et bien justement, selon moi, on vient d'avoir un premier aperçu de son naine. Car comme par hasard, juste après avoir ouvert la soupçonnée porte de la chambre 3101, le soldat qui n'a malheureusement pour lui pas eu le temps de recevoir et profiter de son argent a disparu. Selon moi, il est tout simplement mort à cause du piège installé par Beauconte dans le but de protéger la base du clan AI. Cela voudrait dire que cet endroit est bel et bien la base du clan AI, mais vu l'identité du vieux qui s'y trouve, je ne pense pas que la question se pose encore. Et donc, étant donné que le caporal est sûrement mort à cause du piège de Beauconte, cela voudrait dire que selon ce qui s'est passé après sa disparition, l'un des membres du clan AI a sûrement gagné un niveau, ce qui voudrait dire qu'il a gagné une nouvelle capacité s'il est passé niveau 21, ou qu'il s'en rapproche vraiment s'il est passé niveau 19 ou 20. Car selon moi, ce n'est pas Gelato qui a directement tué le caporal, je pense qu'il a laissé son point à quelqu'un d'autre car il a lui-même déjà atteint 26 points et donc il a déjà une capacité, alors que d'autres membres n'en ont pas encore et ils sont dans le besoin. Mais bref, je vais plus parler de cela dans la partie sur ce que j'attends pour le prochain chapitre qui est donc tout de suite. Déjà, je pense que le chapitre 394 va reprendre là où c'était arrêté, donc au niveau de l'intrigue avec In-Ring, Kenny Wang et le vieux du clan de Morena. Et personnellement, je pense que grâce à leur expérience, In-Ring et Kenny Wang vont facilement se défaire de cette situation et qu'ils vont donc directement pouvoir accéder à la base des AI, donc cette salle. On pourrait donc avoir un combat qui opposera les deux sous-chefs de clan contre tous les subordonnés de Morena présents dans la salle, ce qui nous permettrait d'en savoir plus sur le naine de Kenny Wang, qui nous a d'ailleurs été teasé dans ce chapitre car après qu'il ait souri au soldat, eh bien ce soldat a disparu. Donc c'est sûrement sous la forme d'une malédiction et je pense que malheureusement pour lui on verra le cadavre de ce soldat au prochain chapitre. Ensuite pour le combat entre les deux sous-chefs et les subordonnés de Morena, je dirais de base que In-Ring et Kenny Wang n'auraient aucune difficulté à s'en défaire, mais il faut quand même faire attention car l'avantage du nombre et de la surprise peut vraiment changer la donne. Ensuite pour revenir sur Hisoka, personnellement je pense qu'il a accepté le ticket de In-Ring, sauf que le connaissant il ne va pas tout simplement monter au premier étage et attendre que les choses se terminent, c'est impossible. Selon moi, il va tout simplement faire des allers-retours à sa guise entre le troisième et le premier étage, ce qui pourrait nous donner une interaction entre Hisoka et Kurapika comme prévu grâce à l'histoire de Saint-Brandon.
Ensuite, pour Zakuro et Lynch, je pense qu'ils vont rapidement trouver Kulolo, même si forcément ils ne vont pas utiliser la même technique que contre Hisoka, ça serait bête quand même après ce qui leur est arrivé. Mais malgré cela, je pense quand même que Kulolo, Shizuku et Bonolenov vont avoir cette information rapidement. Car oui, actuellement ces trois personnages ont fondé un groupe de 3. Je ne sais pas si Kulolo va accepter de chasser le clan Ei en échange d'informations sur Hisoka, ou bien s'il va tout simplement torturer Lynch et Zakuro, mais en tout cas je suis sûr que dans 3 chapitres au maximum, Kulolo aura l'information. Et la traque pourra donc enfin commencer. Et donc, en sachant que le premier groupe de la Brigade Fantôme qui aura l'information sur Hisoka est celui de Kulolo, ça voudrait dire que Shizuku qui en fait partie pourrait rapidement se retrouver en face à face avec lui. Ce qui est encore l'une des raisons pour lesquelles je pense que Shizuku sera la prochaine sur la liste de Hisoka. Et en sachant qu'après avoir éliminé le tueur qui était donc Luini, Nobunaga, Finks et Feitan ont aussi décidé d'aller chasser Hisoka, eh bien je me rends compte que ce chapitre signe vraiment le début de la fin. Car toutes les intrigues des étages inférieurs arrivent à leur apogée. Dans un premier temps, la base du clan Ei va sûrement être retrouvée par Kenny Wang et Inring. Ensuite, Kulolo va bientôt connaître la position d'Hisoka. Et en plus de cela, Nobunaga, Finks et Feitan, qui étaient actuellement en statu quo, ont enfin décidé de faire leurs recherches. C'est pour cela que je pense que ce sera vraiment bientôt le chaos. Chaos qui va lui-même être la conséquence de la chute du Black Whale, j'en parle plus dans cette vidéo. Mais bon, voilà tout ce que j'avais à dire pour la suite et donc le chapitre 394. C'est donc la fin de la vidéo, mais avant cela j'ai quelque chose à vous demander. Est-ce que cela vous intéresserait que j'ouvre un compte Twitter où je posterai généralement quelques informations sur Hunter x Hunter, comme par exemple récemment plusieurs auteurs ont dessiné des personnages de Hunter x Hunter et de Yu Yu Hakusho en raison de l'exposition du travail de Togashi. Donc bien sûr je ne vais pas les poster parce que c'est plus trop d'actualité, mais c'est le genre de petites informations que je pourrais poster sur ce compte. Et en plus de cela, je pourrais aussi poster pour vous prévenir des dates et des heures des vidéos, ainsi que vous dire lorsqu'elles sont sorties si vous n'avez pas fait attention. Donc pour l'instant, j'ai certes un compte Twitter, mais je ne poste rien dessus, et j'aimerais connaître votre avis sur la chose si cela vous intéresserait ou pas. Mais bon, il faut que j'arrête de m'étaler, la vidéo est beaucoup trop longue, donc je la termine. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, vous pouvez liker, vous abonner, et salut à tous.